qu'est-ce que dit Engels? Le temps des barricades est fini, le temps, on va dire, de ce processus révolutionnaire, on va dire, violent est fini. Il y a une nouvelle arme, une nouvelle stratégie qui se dégage à l'heure actuelle pour Engels, à savoir l'arme électorale. C'est ce qu'aurait compris pour Engels le prolétariat allemand, et ce prolétariat allemand devrait servir d'exemple aux autres prolétariats, notamment français, qui restent encore enfermés dans une certaine conception, on va dire, passéiste des luttes. Et le succès grandissant de la social-démocratie allemande, qui gagne des voix à chaque élection, viendrait confirmer cette perspective-là. Je vais citer juste un passage de cette introduction d'Engels. En utilisant ainsi efficacement le suffrage universel, le prolétariat allemand avait mis en œuvre une méthode de lutte toute nouvelle qui se développa rapidement. On s'aperçut que les institutions d'État où s'organise la domination de la bourgeoisie offraient encore d'autres possibilités d'utilisation permettant à la classe ouvrière de combattre ces mêmes institutions. On participa aux élections aux différentes diètes, aux conseils municipaux, au conseil des prud'hommes. On disputa à la bourgeoisie tout poste qu'une partie suffisante du prolétariat contribuait à pourvoir. Et c'est ainsi que la bourgeoisie et le gouvernement en arrivèrent à craindre davantage l'action légale que l'action illégale du parti ouvrier, les succès aux élections que ceux de la rébellion. C'est un texte assez clair qui indique, on va dire, la stratégie de la social-démocratie allemande. Donc, nouvelle stratégie, acceptation du terrain institutionnel, du terrain électoral comme lieu de confrontation avec la bourgeoisie. Bref, on va dire, si on voulait le rassembler en une formule, acceptons leurs règles et battons-les à leur propre jeu. Alors bon, évidemment, avec un peu de recul historique, on voit que cette nouvelle stratégie n'a pas tout à fait tenu toutes ses promesses qu'elle pouvait présenter en 1895. Et c'est pour ça que je vais peut-être proposer comme contrepoint une deuxième formule qui convient peut-être à une autre conception du rapport aux élections. Formule qui se trouve chez Sartre et qui formule en janvier 1973, et c'est qui constitue le titre d'un article d'un éditeur moderne, et donc qui constitue un contrepoint à cette première vision des élections comme terrain où se joue l'émancipation. Donc je cite ça, le titre de Sartre, c'est « Élection piège à quoi ». Alors la question c'est, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vais revenir quelques instants là-dessus. Donc évidemment, comme on peut s'y attendre, il s'agit de démonter la mystification électorale. Donc non seulement le suffrage universel n'est pas un terrain adéquat pour la lutte pour l'émancipation, mais pire, il s'agit d'un obstacle. Et c'est bien ça le sens du mot piège. Donc pourquoi est-ce que c'est un obstacle? Donc il faut peut-être revenir sur la question à quoi servent pour Sartre les élections? Ou encore, pour reformuler les choses, qu'est-ce que ça produit? Alors ce qui est important pour comprendre cette formule, c'est que pour Sartre, ce que produisent les élections, c'est ce qu'on peut appeler un pouvoir légal. C'est-à-dire un individu ou un groupe d'individus qui se substitue à tous les autres et qui prétend les incarner, les représenter. Bref, les élections produisent un pouvoir légal à côté de ce que Sartre appelle le pouvoir légitime, à savoir le pouvoir du peuple, etc. Et en fait, cette première formulation n'est pas tout à fait exacte, puisque par la production par les élections du pouvoir légal est en même temps, et c'est ça qui est important dans le mécanisme électoral, l'action de dissolution officielle, dissolution symbolique de ce pouvoir populaire. Donc le pouvoir légal s'institue comme seul légitime, et le pouvoir populaire est tenu pour nul, il est illégitime. Ainsi, ce pouvoir légal, au nom du peuple qu'il prétend représenter, peut réprimer, massacrer ce même peuple lorsque ce peuple essaye de s'affirmer comme pouvoir rival. Et c'est ce qui permet de voir immédiatement ce que Sartre entend par l'État, ou ce pouvoir légal, puisque c'est le gouvernement, l'État, c'est ça qu'il entend par pouvoir légal. Qu'est-ce que c'est l'État? Pour Sartre, pour le définir en quelques mots, c'est un instrument par lequel, par tous les moyens nécessaires, on empêche la multiplicité des individus de se constituer en unité, c'est-à-dire en mouvement populaire, en pouvoir légitime, rival du pouvoir légal. Bref, il s'agit de maintenir les gens dans ce que Sartre appelle la sérialité. Et c'est quoi la sérialité qui l'oppose au groupe? Donc c'est un type, une manière d'être ensemble où les gens, on peut dire, sont le moins ensemble possible. Alors,
comment est-ce qu'on pourrait exemplifier ça? Donc il y a deux manières, on va dire, de concevoir la manière, par exemple, de réagir face à un produit défectueux, on va dire, dans un magasin. Donc il y a une première manière, donc on a un produit qui ne va pas, on regarde ce produit, on commence à interpeller, on va dire, les gens qui sont dans le magasin à côté de nous, on commence à interpeller la direction du magasin, il y a une sorte d'attroupement qui se fait, la direction arrive, etc. Et donc il y a la formation de ce que Sartre appelle un groupe contestataire, etc. Donc ça c'est une première manière de concevoir les choses, et ça c'est une manière d'unir les gens d'une certaine manière, dans un but d'avoir un effet sur le réel. Autre manière de le voir, on va dire conception, on va dire libérale du marché libre, c'est de refuser toute forme de coalition, et la seule manière d'avoir un effet sur le réel, c'est pas du tout d'essayer de s'unir avec les gens et contester ouvertement, c'est tout simplement cesser d'acheter ce produit. Et tous les autres doivent le faire de la même manière, et à force, on va dire, que chacun le fasse dans son coin, on va dire, l'entreprise fera faillite, etc. Donc, il y a l'opposition entre, d'une part, une action isolée, que Sartre appellerait sérielle, et d'autre part, action groupée ou politique. Et en fait, les élections, c'est justement un instrument, une machine pour produire cette sérialité. C'est-à-dire, chacun vote dans son coin, dans son impuissance, sans pouvoir parler, interpeller les autres, convaincre son voisin, et là on peut nettement opposer le mode de fonctionnement électoral qui se fait, et c'est ce que fait ça, dans l'isoloir, etc., où on ne communique pas avec les autres, avec le mode de fonctionnement, par exemple, de l'Assemblée Générale, où justement les votes sont publics, où on peut influencer les autres, où il y a des renversements d'opinion, etc., en fonction du comportement des gens et de la manière de défendre tel ou tel point de vue. Et ce qui est important, c'est comment se fait cette opinion dans les élections. C'est justement pas par la rencontre directe des différents acteurs, mais par un mécanisme extérieur. On va dire, c'est quoi ce mécanisme? C'est par une médiation extérieure, ou tout simplement par les médias. Et c'est ça le sens, c'est un rapport indirect, on va dire, aux différentes personnes, où chacun est isolé, chacun est chez soi devant son poste de télévision, à regarder un débat, etc. Donc il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas non plus d'unité au moment de l'élection, c'est-à-dire le corps électoral ne s'unifie jamais de l'intérieur par ses propres forces, mais a toujours besoin de quelque chose d'extérieur, que ce soit les médias pour unifier, on va dire en termes d'opinion, ou bien au moment des élections, c'est-à-dire la désignation d'un individu, d'un groupe extérieur qui prétend le représenter. Et donc d'une certaine manière, cette structure électorale se retrouve dans la structure d'un parti structuré autour d'un homme charismatique, etc., qui représenter les gens, qui est une autre manière de renvoyer les gens à leur impuissance. Donc, premier effet, on va dire électoral pour Sartre, c'est produire la sérialité. Deuxième effet, c'est ce qui a été un peu vu l'autre jour, c'est celui de calmer ou, on peut dire, refroidir les esprits. Donc, c'est quoi le mouvement révolutionnaire? Pour Sartre, c'est ce que Sartre appelle le groupe en fusion, qu'il faut prendre au sens littéral, c'est-à-dire, certes, fusion des différents individus, mais fusion au sens de réchauffement général de l'ambiance, etc., et des esprits. Alors, que vise la stratégie électorale? C'est une stratégie systématique lors de ces mouvements populaires, etc., et pour ne pas laisser durer l'opposition des deux pouvoirs, pouvoir légal, pouvoir légitime, et organiser immédiatement un nouveau pouvoir légal qui prétend représenter ce pouvoir de la rue. Donc c'est élection, constituante, etc., tout mécanisme pour immédiatement sortir d'une autre logique, opposer un pouvoir légal à un pouvoir légitime. Donc organiser à nouveau la séparation des individus. Donc le but des élections, c'est faire en sorte que toute la vie politique se passe toujours dans l'isolement et empêcher, on va dire, la prise de conscience des individus et des forces populaire. Et c'est la structure même de la représentation, de la délégation, c'est-à-dire telle personne, il le fera pour nous, il nous défendra, etc., qui en soi est anti-émancipatrice parce qu'elle empêche toute prise de conscience. Et là, il faut dire un mot peut-être sur ce concept de prise de conscience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi prend-on conscience? On dit donc il faut prendre conscience de son exploitation, de son aliénation, mais quand on voit un certain nombre de choses, quand on travaille, etc., on se rend très vite compte que, en fait, les gens sont parfaitement conscients qu'ils sont exploités, qu'il y a de l'aliénation, etc. Et ce dont il faut prendre conscience, c'est moins de ces mécanismes d'exploitation, d'aliénation, que prendre conscience, on va dire, de quoi? De sa propre force. C'est-à-dire qu'en tant que multiplicité d'individus, etc., pouvant s'unir, les gens constituent une force. Bref,
il y a une contradiction entre, pour ça, en tout cas, entre politique d'émancipation et de représentation. C'est pour ça que Sartre conclut en premier moment en disant « Pourquoi voterai-je? De toute manière, on noiera la révolution dans les urnes. Ce n'est pas étonnant, puisque de toute manière, elles sont faites pour cela. » Donc, c'est un premier sens qu'on peut donner à ce mot de piège dans le titre de l'article de Sartre, élection piège à con. Voter, c'est voter contre soi, contre sa propre émancipation, puisque le vote, c'est l'un des mécanismes de notre isolement, de notre impuissance. Donc la conclusion logique, c'est évidemment, je ne me déplace pas, je m'abstiens. Et le problème que soulève Sartre, et c'est pour ça pour lui, il s'agit vraiment d'un piège, c'est que ça ne suffit pas pour sortir du piège, de ne pas aller voter. Et c'est là qu'il y a un renversement, et il critique justement cette illusion qu'est l'abstention, le vote blanc, etc. Comme solution politique à ce piège qui est proposé. C'est que d'une part, l'abstention ne met pas du tout en danger le régime, et même la démobilisation politique peut même être recherchée, mais d'autre part, la logique même de l'abstention, c'est dire que l'abstention doit faire tache d'huile, tout le monde doit se mettre dans son coin, etc. Et c'est typique de ce que Sartre appelle la propagation sérielle, c'est-à-dire que chacun dans son coin, on est dans la même structure, chacun dans son coin arrive à la même conclusion. Et donc c'est ce qui permet de mettre en lumière une corrélation forte entre l'abstention comme retrait-isolement et le désir d'un pouvoir fort, unificateur, etc. Bref, on peut dire, pour reprendre des formules sartriennes, les jeux sont faits, ou les dés sont pipés, quoi que je fasse, le résultat est le même. Et je le cite, voter, ne pas voter, c'est pareil. S'abstenir, en effet, c'est confirmer la majorité nouvelle, quelle qu'elle soit. Quoi qu'on fasse à ce sujet, on n'aura rien fait si l'on ne lutte pas en même temps. Cela veut dire, dès aujourd'hui, contre le système de la démocratie indirecte qui nous réduit délibérément à l'impuissance, en tentant, chacun selon ses ressources, d'organiser le vaste mouvement anti-hiérarchique qui conteste partout les institutions. Donc, pour ça, le problème de l'émancipation, ce n'est pas d'abord celui du programme défendu par tel ou tel autre, c'est la structure même de la vie politique, de la représentation. Et les élections sont un élément de dépolitisation, rendant impossible toute forme d'émancipation. Alors, et c'est pour ça que la réponse qu'il propose, c'est organiser un mouvement d'unification des gens par le bas, donc la constitution de ce pouvoir légitime, pour contester, on va dire, cette structure même de délégation du pouvoir. Alors, tout ça, en fait, pour en revenir maintenant à Marx, donc un texte un peu postérieur à celui que j'ai cité pour commencer, à savoir un texte de 1852, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Donc c'est un texte important, puisque même s'il est assez proche, c'est un texte dans lequel il fait la synthèse des expériences électorales de la Ve République française, la constituante, les législatives, les présidentielles, qui sont tous des désastres. C'est-à-dire, le résultat des élections sont de plus en plus réactionnaires à mesure qu'on s'éloigne de février 48. Et le tout évidemment couronné par le coup d'État validé par référendum en 1951. Donc ce que je voudrais, c'est esquisser rapidement une lecture, on va dire, du 18 Brumaire, à travers ce thème de l'analyse des élections et de ses pièges. Donc je vais identifier un certain nombre d'éléments. Il nous reste 5 minutes. Alors, premier élément, et c'est pour ça que je voulais un peu passer par ce texte de Sartre, cette question de l'unification par l'extérieur. Et on peut prendre l'exemple que Marx développe par son analyse de la paysannerie parcellaire. Parce que bon, alors il s'agit de déterminer, l'une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'il s'agit d'une classe sociale ou pas? Est-ce que ça constitue? Et il répond à la fois oui et non. Parce qu'en soi, on va dire qu'il y a une certaine homogénéité des comportements, ils vivent dans les mêmes conditions, etc. Donc descriptivement, objectivement, on peut dire il y a une unité, ils sont une classe sociale en soi. Et en même temps, ils n'agissent pas de façon concertée, consciente, unifiée, etc. Donc il n'y a pas, on va dire, de conscience de soi, ou ce qu'on appelle, il ne s'agit pas d'une classe pour soi. C'est pour ça qu'il s'agit de... et pourquoi est-ce que ce n'est pas une classe pour soi? Parce que les structures mêmes, on va dire, les matériels dans lesquels se fait la reproduction de leur existence, séparent, on va dire, les différentes familles qui sont chacun sur des lieux différents, etc. et qui empêchent, on va dire, une unification. Et on voit que ça a des conséquences politiques très importantes au moment des élections
présidentielle. Et je cite un passage donc, du 18 Brumaire de Marx. Il n'existe entre les paysans parcellaires qu'un lien local où la similitude de leurs intérêts ne crée entre eux aucune communauté, aucune liaison nationale, ni aucune organisation politique. Ils ne peuvent se représenter eux-mêmes, ils doivent être représentés. Donc c'est ça la phrase. Ils ne peuvent se représenter et ils doivent être représentés. Leurs représentants, et donc là Marx détaille que doit être un représentant de cette classe, on va dire sérialisée, pour reprendre le terme sartrien, leurs représentants doivent en même temps leur apparaître comme leur maître, comme une autorité supérieure, comme une puissance gouvernementale absolue qui les protège contre les autres classes et leur envoie d'en haut la pluie et le beau temps. Et donc on voit dans toute l'analyse de Marx, c'est articuler des conditions matérielles de séparation dans l'ensemble des individus, cette impossibilité de s'unir, conditions matérielles dans lesquelles on peut s'unir, et qui fait que le seul moyen de s'unir, etc., c'est de demander à un être extérieur. Et il y a un lien entre les conditions matérielles et la recherche d'une figure paternelle, figure divine, etc., pour unifier de l'extérieur. Et donc les élections, c'est quoi l'enjeu des élections? C'est qu'il suffit de correspondre à ce moment-là à cette figure paternelle créée par les conditions matérielles d'existence. Et c'est là, comme ça, que fonctionne le mythe napoléonien, qui, sur la formule du début du 18e, pèse lourd sur la conscience, puisque toute personne qui incarne ce mythe napoléonien incarne cette puissance gouvernementale absolue, ce maître, cette autorité absolue, on va dire, à la préférence, on va dire, du corps électoral. Aujourd'hui, parler peut-être du gaulliste, etc., qui fonctionne, on va dire, de la même manière, qui structure, on va dire, la vie politique, où la séparation des individus demande quelqu'un, un homme fort, pour parler, etc. Alors ça, c'était le premier élément. Deuxième élément d'analyse des élections chez Marx, c'est la République et le suffrage universel apparaissent pour Marx comme la forme d'État la mieux adaptée, dit-il par moment, au régime capitaliste et à la domination bourgeoise. Donc pourquoi? J'identifie un certain nombre de points. D'une part, il s'agit d'un moyen de gestion interne des antagonismes de la bourgeoisie. C'est-à-dire ça permet de résoudre un des gros problèmes, on va dire, de la bourgeoisie, c'est finalement l'égoïsme individuel, qui fait toujours préférer le profit individuel plutôt que l'intérêt général de la classe. Donc, mieux résumé, on va dire, dans la formule du Capital que cite Marx, que donne Marx, c'est « après moi le déluge ». Et donc l'Assemblée parlementaire, c'est un moyen de dégager un point de vue de classe, un instrument de formation, donc il s'agit d'un instrument de formation de la classe bourgeoise en tant que classe mobilisée pour faire avancer ses intérêts. Et ce qui est assez important, c'est que ça permet des changements d'hégémonie, on va dire, à l'intérieur des différentes fractions de la classe bourgeoise, mais ça passe par un rapport de force à l'intérieur d'une assemblée, c'est-à-dire une alternance. Et il n'y a plus besoin de la médiation du peuple pour transformer les rapports de pouvoir au sein de la bourgeoisie. Et c'est ça la grande différence. C'est évidemment l'appel aux armes est toujours risqué. Donc en 1830, 1848, c'est à chaque fois des conflits, c'est comme ça que Marx a dit, des conflits à l'intérieur de différentes fractions de la classe bourgeoise qui utilisent d'une certaine manière le peuple, mais ça risque toujours de dégénérer et de dépasser l'intention initiale, et en 1948, c'est nettement le cas. Donc ça c'est un premier élément qui permet de montrer en quoi la forme républicaine correspond, on va dire, à une structure de la domination de la classe bourgeoise. Deuxième élément, c'est les justifications idéologiques, c'est-à-dire l'intérêt de classe d'une classe particulière apparaît comme l'intérêt général. Donc l'Assemblée nationale, issue des suffrages, est supposée, donc je cite Marx, représenter la nation. Donc avec ce que Marx appelle la République bourgeoise, je le cite toujours, c'est désormais l'ensemble de la bourgeoisie qui doit régner au nom du peuple. Donc, en parlant justement de cette domination du Parti de l'Ordre, Marx dit « C'est ainsi que le Parti de l'Ordre était en possession du pouvoir gouvernemental de l'armée, du corps législatif, bref de tout le pouvoir d'État, et c'est ça qui est important, renforcé moralement par les élections générales qui faisaient apparaître sa domination comme étant l'expression de la volonté du peuple. » Alors évidemment, on pourrait comparer ça à certaines phrases de l'idéologie allemande où il montre la jeunesse de l'État qui se présente comme au-dessus des partis et comme, je le cite, comme communauté illusoire. Mais, et c'est ça le troisième élément qui permet de justifier la convenance de la forme républicaine à une forme de domination, c'est que ça permet de justifier toute répression. C'est-à-dire, si le gouvernement représente la société, alors toute opposition au pouvoir légal
doit être déclaré, tous les opposants doivent être déclarés comme des ennemis de la société. Et la répression est nécessaire et se fait pour sauver la société. Et ce que ne manque pas de remarquer Marx, c'est que toutes les répressions, jusqu'au coup d'État, se font à chaque fois au nom de la sauvegarde nationale et de la sauvegarde de la société. Et je pense que c'est pas anodin que en juin 48, ce soit un général républicain, donc Cavaignac, qui mène la répression. Donc il y a un lien, parce que la forme républicaine permet, on va dire, cette mobilisation, cette justification de la répression au nom de l'ensemble du peuple. Et il y a quelqu'un qui a bien compris ça, quelqu'un qu'on n'apprécie pas nécessairement, c'est Adolphe Thiers. Donc qu'est-ce qu'il défend quand il défend l'idée d'une république conservatrice? C'est qu'il dit ce qui est préférable, c'est préférable à la monarchie car c'est beaucoup plus stable. Parce qu'une fois qu'on a le sacre du suffrage universel, toute insurrection peut être déclarée comme illégitime et comme étant l'insurrection d'une minorité contre la majorité. Et c'est un surcroît idéologique pour justifier la répression. Enfin, dernier élément qui permet l'analyse de Marx sur les élections, c'est que les élections sont un moyen, on va dire, de divertir le mécontentement populaire. C'est-à-dire que ça polarise l'insatisfaction sur un objectif lointain et il analyse tout le fonctionnement de mai 1852, on va dire qui est l'objectif du parti montagnard, c'est-à-dire on va dire dans 3 ans on va gagner les prochaines élections et ça va renverser et ça empêche l'action immédiate. Alors pour conclure, pourquoi est-ce que tous ces détours et ces passages, c'est qu'il me semble que la question des élections, la question du régime républicain est encore assez peu interrogée, assez peu contestée. Et il me semble que ce qui est important à travers toutes ces réflexions, c'est que l'émancipation, ce n'est pas seulement une question d'un contenu alternatif, donc en politique sociale, etc., en programme, mais aussi la question d'une transformation des formes mêmes d'organisation de la vie politique et sociale. Car les formes disponibles ne permettent pas n'importe quel contenu. Et la forme État, la forme élection, les structures représentatives des différents partis déterminent nécessairement qu'est-ce qui est possible de mettre dedans. Et c'est en ce sens-là qu'il faut entendre transformation d'une forme. Alors, du coup, c'est pour ça, et je vais terminer là-dessus, c'est important aussi de s'émanciper d'une certaine manière, d'une certaine forme dont on s'est représenté l'émancipation. Et là encore, Marx et le 18 Brumaire sont précieux. C'est que l'un des obstacles majeurs, évidemment, à l'émancipation, c'est le poids du passé. Donc, je cite le début du 18 Brumaire, la tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants, c'est-à-dire nous ne cessons de réactiver les mêmes formes, les mêmes structures mentales, etc., et de refaire le passé. Donc refaire la Révolution française, reprendre la Bastille, refaire le Front populaire, la lutte fasciste des années 30, 1945 et le programme du CNR, mai 68, refaire le COM 17, etc. Et ce que cette répétition, donc parfois stérile, parfois comique, nous empêche souvent et nous rend aveugles à la nouveauté du présent et les tâches présentes à accomplir. Et donc, et je vais conclure là-dessus, on pourrait donc dire aujourd'hui, en reprenant en partie les mots de Marx, dans le 18 Brumaire, la révolution sociale du XXIe siècle ne peut pas tirer sa poésie du passé, mais seulement de l'avenir. Elle ne peut pas commencer avec elle-même avant d'avoir liquidé complètement toute superstition à l'égard du passé. Les révolutions antérieures avaient besoin de réminiscences historiques pour se dissimuler à elles-mêmes leur propre contenu. La révolution du XXIe siècle doit laisser les morts enterrer leurs morts pour réaliser son propre objet.